Vous allez trouver dans cette masterclass comment exploiter des données brutes pour en tirer des conclusions sur les différents phénomènes qui peuvent exister dans l'ensemble des données. Vous allez voir entre autres le sens de la moyenne, à savoir le centre de gravité des données, son interprétation, la covariance et sa façon de quantifier le désordre, l'écart type qui ramène les valeurs de la variance à des valeurs de même ordre que les écarts autour de la moyenne. Vous allez voir la covariance et sa manière de détecter le sens de la variabilité de deux phénomènes. Vous allez voir aussi la corrélation entre deux phénomènes, soit dans le sens positif ou le sens négatif. Et certainement aussi comment tracer cette droite de régression entre deux phénomènes. Je vous expliquerai aussi l'art de minimiser en fait les écarts des erreurs entre cette droite-là et les points réels. Vous allez apprendre bien sûr comment tracer cette droite et la signification de chaque élément de cette droite et plein d'autres sujets dans le même sens bien sûr. Et tout ça abordé d'une manière originale. Je vous souhaite un très bon apprentissage. Il s'agit avec des mots simples de l'application des méthodes statistiques à l'étude des phénomènes économiques. Comme exemple, plus quelque chose est rare, plus sa valeur augmente. C'est un phénomène expliqué d'une manière théorique au niveau des sciences économiques. Mais pour vérifier l'exactitude de ce phénomène qui semble tenir sur le plan économique, on fait appel à des méthodes statistiques pour voir concrètement est-ce que cela reste vrai en se basant sur l'analyse de données réelles pratiques. Un autre exemple, plus il y a de demandes sur un produit, plus le prix de ce produit augmente. Ça peut être plein d'autres choses, comme par exemple, plus il y a de soleil, plus la vente de glace augmentera. Après, il ne suffit pas de vérifier cette relation, mais plutôt d'analyser dans quelle proportion, en fait, l'augmentation de la chaleur, par exemple, influence l'augmentation des ventes de glace. Un gérant d'un magasin remarque, par exemple, l'augmentation de ses ventes et il veut savoir ce qui génère cette augmentation de ventes. Ça peut être plusieurs choses, la publicité du magasin, la relation professionnelle du personnel, l'agencement et l'assortiment des produits du magasin, etc. Il faut savoir à ce stade qu'il y a deux types de variables. Vous avez ce qu'on appelle une variable à expliquer. Dans ce cas précis, par exemple, c'est l'augmentation des ventes. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des variables explicatives. Il s'agit des variables qui expliquent la variation des ventes. Je peux vous donner un simple exemple dans ce cas précis. Vous avez la variable à expliquer qu'on va nommer Y et une variable explicative, ça peut être par exemple le nombre de clients dans le magasin. On peut appeler cette variable X. Ici, on dispose de plusieurs informations par rapport à la variable à expliquer et la variable explicative. À ce moment-là, on peut établir une relation mathématique entre les deux variables. On verra ça bien sûr en détail plus tard. Pour le moment, j'aimerais bien que vous maîtrisiez quelques notions de base indispensables pour bien avancer et comprendre cette matière. Il s'agit de bien saisir la notion de moyenne, la variance, la covariance et l'écart type. Imaginez que vous disposez de plusieurs informations, plusieurs données. Ces informations peuvent être par exemple le nombre de ventes d'un produit dans un magasin. Ça peut être les notes obtenues par des élèves dans une classe. Ça peut être la taille d'un groupe de personnes, etc. Si on dispose de ces informations, c'est déjà une bonne chose. Mais la question principale, c'est comment exploiter ces informations qui sont très différentes les unes des autres. Et c'est là que les statistiques entrent en jeu avec ces différents outils et méthodes pour exploiter et faire parler toutes ces informations d'une manière claire et évidente. Imaginez à titre d'exemple que ces cercles représentent en fait le chiffre d'affaires quotidien d'un magasin. Le premier jour, vous avez 10 000. Deuxième jour, 4 000. Troisième jour, 9 000. Quatrième jour, 6 000. Cinquième jour, 8 000. Sixième jour, 12 000. Septième jour, 8 000. Je vais me limiter à septième jour. Et donc là, je dispose des informations brutes sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin pendant la semaine. Et avec ces informations, vous voyez clairement que le magasin ne fait pas le même chiffre d'affaires tous les jours. C'est tout à fait normal, l'activité varie en fonction de plusieurs facteurs, plusieurs paramètres. Maintenant, si je vous demande, c'est quoi le chiffre d'affaires typique du magasin sur la semaine?
En d'autres termes, si je veux exprimer toutes ces données, tous ces chiffres d'affaires, avec un seul chiffre d'affaires régulier qui va représenter en fait le niveau quotidien de l'activité de cette entreprise sur la semaine. Je veux bien avoir un seul chiffre qui va représenter en fait globalement le chiffre d'affaires réalisé sur la semaine, mais exprimé d'une manière quotidienne. C'est très simple, je prends tous ces chiffres d'affaires, je vais additionner tous ces chiffres d'affaires, la somme de tous ces chiffres d'affaires donne 57 000. Si je divise ce total sur le nombre de jours de la semaine, à savoir 7, je vais avoir un chiffre d'affaires qui va représenter en fait ce que l'entreprise doit générer chaque jour pour arriver à la fin de la semaine à ce total de 57 000. Et c'est bien ce qu'on appelle une moyenne. C'est le chiffre d'affaires moyen. Et ce chiffre d'affaires, dans ce cas, égale 8142,86. On peut définir donc la moyenne comme la somme de toutes les valeurs d'un ensemble de données divisé par le nombre total de valeurs. L'intérêt de la moyenne, c'est de mesurer la tendance centrale qui nous donne une idée de la valeur typique ou centrale de l'ensemble des données. Si je reprends les données de mon chiffre d'affaires, les valeurs sont en milliers d'euros, la moyenne de ces valeurs c'est 8,14. Alors question pour vous, est-ce qu'il n'y a que cette série de données qui donnerait la moyenne de 8,14? Ou bien on peut avoir d'autres données qui donneraient la même chose, 8,14? Certainement on peut avoir d'autres séries de données qui donneraient la même moyenne de 8,14. Au lieu de 12, vous avez 14 et au lieu de 4, vous avez 2. Dans ce cas aussi, vous aurez la même moyenne de 8,14. Imaginez par exemple qu'au lieu d'avoir 10, vous avez 15 et au lieu d'avoir 6, vous avez 1. Dans ce cas aussi, vous aurez la même moyenne. Et donc, la conclusion de ça, c'est que cette moyenne ne tient pas compte en fait de la dispersion des valeurs autour de la moyenne. On ne sait pas de combien en fait les valeurs s'écartent de la moyenne. Et c'est une information importante aussi à savoir parce que si vous dites le chiffre d'affaires moyen du magasin c'est 8,14, on comprend que le chiffre d'affaires de chaque jour s'approche de cette moyenne. Alors que si le chiffre d'affaires s'écarte beaucoup de cette moyenne, cette information devient moins pertinente. C'est pour ça qu'on fait appel à d'autres calculs, à d'autres méthodes pour exploiter et comprendre les données d'une série statistique. Il y a ce qu'on appelle la variance ou l'écart type. Si la moyenne représente l'ordre, l'équilibre, le centre, la norme autour de laquelle tout s'organise, la variance au contraire traduit le désordre, l'exagération des écarts autour de ce centre, de cette norme, alors l'écart type ramène cette exagération de la variance vers des valeurs du même ordre que les écarts autour de la moyenne. Je vais vous présenter toutes ces notions avec une simplification maximum. Imaginez que les élèves de cette classe ont obtenu les points suivants. 12, 13, 13, 14, 15, 15. Alors dans ce cas, la moyenne de cette classe, c'est la somme de toutes ces notes divisées par le nombre d'élèves dans la classe. Et cette moyenne de cette classe va vous donner 13,6. En fait, cette moyenne répond à la question combien chaque élève obtiendrait s'il fallait répartir tous les points équitablement dans la classe. Et dans ce cas, si chaque élève obtient 13,6, le total de la classe fera la somme de 12 plus 13 plus 13 plus 14 plus 15 plus 15. Cela ferait la même chose que 13,6 fois 6. Imaginez maintenant que vous avez une autre classe. Ces élèves ont obtenu pour la même évaluation 6, 9, 13, 17, 18, 19. Dans ce cas aussi, le calcul de la moyenne donnerait la même chose, 13,6. Vous pouvez vérifier. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la différence entre ces deux classes, sachant que dans ces deux classes, vous avez la même moyenne de 13,6. La différence est claire, dans cette première classe, vous avez des valeurs très proches de la moyenne. Regardons ça de plus près. La moyenne dans ces deux cas se situe à 13,66. Dans cette première classe, on a des valeurs très centrées sur la moyenne. Mais dans cette deuxième classe, on a des valeurs très loin de la moyenne. Bien sûr, on préfère avoir une classe homogène de cette nature qu'une classe très hétérogène de cette nature. Mais cette information ne peut pas être donnée par la moyenne à elle seule. C'est pour ça qu'on fait appel à d'autres indicateurs comme la variance par exemple. Vous avez deux élèves.
Ces deux élèves ont obtenu les points suivants. 11, 13 et 6. 18 pour la deuxième élève et puis 8 et 4. Dans les deux cas, on a une moyenne de 10. Si on calcule les écarts autour de cette moyenne, on va trouver pour le premier élève plus 1, c'est la différence entre 11 et 10, plus 3 avec cette moyenne et moins 4 avec cette dernière moyenne. Si vous faites la somme de ces écarts, vous allez trouver 0. Pareil pour la deuxième élève, de la moyenne jusqu'à cette note-là, vous avez plus 8. Et de l'autre côté, vous avez moins 2 entre la moyenne et 8. Et moins 6 entre la moyenne et 4. Et moins 6, moins 2, ça fait moins 8, plus 8, ça fait 0. Juste entre parenthèses, là, vous avez encore une fois une autre manière de visualiser le sens de la moyenne. Si les valeurs étaient des forces, alors la moyenne s'ajuste là où les forces au-dessus de la moyenne égalisent la force en dessous de la moyenne. Et donc, la somme de ces forces s'annule. Et donc, on ne peut pas simplement additionner ces écarts pour savoir de combien les autres valeurs s'écartent de la moyenne. C'est pour ça qu'au niveau de la variance, on porte au carré ces écarts. Car un chiffre négatif comme moins 4 par exemple, si on le met au carré, ça devient positif, c'est comme 4 au carré. Et donc le fait de calculer la moyenne de ces écarts au carré, ça donnerait un résultat de la dispersion des valeurs autour de la moyenne. La variance pour le premier élève, c'est moins 4 au carré plus 1 au carré plus 3 au carré divisé par 3. 3, c'est le nombre de notes de l'élève. Et pour la deuxième élève, la variance, c'est moins 6 au carré plus moins 2 au carré plus 8 au carré divisé par 3. Cela donne pour le premier élève 8,66 et 34,66 pour la deuxième élève. Et là, d'après ce calcul, on voit clairement que le premier élève a moins d'écart autour de la moyenne. Dans ce cas, on peut comparer le 8 avec le 34 parce qu'on parle des mêmes valeurs, des mêmes moyennes. Et conclure que ce premier élève a moins d'écart autour de la moyenne. Et par rapport à ces deux résultats, vous voyez bien que ces valeurs sont exagérées par rapport au véritable écart autour de la moyenne. Vous avez 34 ici pour la deuxième variance, mais les écarts ne dépassent pas 8 autour de la moyenne. C'est pour ça qu'on fait appel à un autre indicateur qui va ramener cette exagération de la variance à des valeurs du même ordre que les écarts autour de la moyenne. Et cet indicateur, c'est l'écart type. Et la formule de l'écart type qu'on désigne par sigma n'est rien d'autre que la racine carrée de la variance. Dans ce cas précis, pour le premier élève, c'est simplement la racine carrée de 8,66. Cela donne pour le premier élève 2,94. Et l'écart type pour la deuxième élève, c'est la racine carrée de 34,66, ce qui fait 5,88. Vous voyez bien que dans ce cas, aussi bien pour l'élève 1 et l'élève 2, que la valeur de ces écarts types est de même ordre que la variation ici des écarts entre la moyenne et les valeurs. En fait, ce 2,94 n'est rien d'autre qu'une sorte de moyenne entre 3, 1 et 4. Et pareil pour 5,88, c'est une sorte de moyenne entre 8, 2 et 6. Si on calcule la moyenne de ces écarts en termes de valeur absolue, on ne serait pas loin de ces valeurs de l'écart type. Pour le premier élève, on va avoir 3 plus 1 plus 4 divisé par 3, ce qui donne 2,66. Et pour l'élève 2, on va avoir 8 plus 2 plus 6 divisé par 3, ce qui donne une valeur de 5,33. Dans les deux situations, on se rapproche en fait de l'écart type. On adopte en général le calcul de l'écart type parce que c'est plus facile à mettre en œuvre et à calculer dans le cas d'une série statistique avec plein de valeurs. Maintenant, pour la formulation et les formules en statistique, on procède de la manière suivante. Si je reprends notre exemple ici, je vais me limiter à ces points. Ces différentes valeurs en statistique, on les désigne par xi. Vous avez par exemple x1, x2, x3, et pour noter ça d'une manière générale, on note xi. Et le i ici, ça peut être remplacé par le 1, le 2, le 3, etc. Et donc la formule de la moyenne, c'est la somme de ces xi divisé par le nombre de valeurs de la série statistique. Ce signe, ça représente simplement la somme.
Et donc la moyenne, c'est simplement la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs qu'il y a dans la série statistique. Et souvent la moyenne, on la désigne par x bar. Et la formule de la variance est la suivante, c'est simplement les écarts des valeurs de la moyenne calculée avec cette formule portée au carré. Et tout ça divisé par le nombre de valeurs de la série statistique. Et souvent, on note la variance comme écart type au carré. Et la dernière notion que nous avons abordée, c'est l'écart type, représenté par le signe sigma, qui n'est rien d'autre que la racine carrée de la variance, que je viens de vous présenter avec cette formule. Tout ce que vous voyez ici à l'intérieur n'est rien d'autre que la formule de la variance. Dans la vie, il y a plein d'événements qui provoquent d'autres événements, soit dans le même sens comme illustré par ces deux mouvements, ou dans un sens inverse comme ces deux mouvements. Exemple, passer plus de temps à étudier, les résultats scolaires s'améliorent. Le salaire augmente et le train de vie augmente parallèlement. Ou bien passer plus de temps sur les réseaux sociaux et avoir de mauvais résultats scolaires. On peut avoir plein d'exemples dans la vie pour expliquer la réalisation ou la production d'un événement par d'autres événements. Tu commences à regarder une nouvelle série et ta productivité et tes objectifs restent sur le papier. Bon, ça c'est un exemple un peu exagéré. C'est simplement pour dire que dans la vie, il n'y a rien qui se produit au hasard. Et l'un des indicateurs utilisés en statistique pour détecter cette relation entre deux événements est ce qu'on appelle la covariance. Comment ça marche pratiquement? Je vais vous expliquer ça en détail. Partant de cet exemple très simple, ce tableau montre l'évolution d'un même élève au fil du temps lorsqu'il réduit son temps d'écran et augmente son temps de travail, et cette évolution se traduit par une amélioration progressive de ses résultats. On peut observer au travers ces données une relation inverse entre le temps d'écran et le temps de travail, et une relation positive entre le temps de travail et les résultats. Pour déterminer cette relation dans le cas d'une série statistique très grande où on ne peut pas détecter facilement cette relation qui existe entre ces variables, on utilise la covariance. Pour vous expliquer comment ça marche la covariance, on va se limiter à deux variables que je vais nommer x pour la variable de la première colonne et y pour la variable de la deuxième colonne. Je vous rappelle que cette première variable est une variable explicative et la deuxième variable, c'est la variable à expliquer. Mais dans le cas de la covariance, on ne fait pas cette distinction entre les variables. La formule de la covariance est la suivante. X et Y, c'est nos deux variables étudiées. N, c'est le nombre d'observations ou bien de valeurs dans notre série statistique. Dans notre cas, c'est 4. X, c'est la première variable qui représente le temps de travail en heures par jour. Y, ça représente les résultats scolaires sur 20. X bar, c'est la moyenne de la première colonne et Y bar, c'est la moyenne de la deuxième colonne. La covariance, c'est simplement le produit des écarts autour de la moyenne pour la première variable et pour la deuxième variable. Et ce produit de ces deux écarts va mesurer comment deux variables évoluent ensemble. Je vais vous expliquer davantage de quelle manière on peut détecter soit une évolution à la hausse des deux variables ou bien une évolution à l'inverse quand l'une augmente, l'autre diminue. Dans un premier temps, pour calculer la covariance, on peut développer ce tableau en y ajoutant d'autres colonnes, par exemple de xi moins x bar et yi y bar, pour faciliter au final le calcul de toute la formule. Alors, d'abord, le calcul de la moyenne. Pour la première colonne, c'est 3 heures. C'est la somme de toutes les valeurs divisées par le nombre de valeurs qu'il y a dans la série statistique. Dans ce cas, c'est 4. Et la moyenne de la deuxième variable, avec le même calcul, la somme des valeurs sur le nombre de valeurs, ça donne 12,5. Une fois que vous avez calculé la moyenne des deux variables, on peut ajouter au tableau les deux colonnes par rapport à xi moins x bar et yi moins y bar. Vous pouvez à tout moment mettre à l'arrêt la vidéo pour essayer de votre côté de faire telle ou telle étape dans le calcul de la covariance. Vous devez arriver au résultat suivant. Je garde toujours cette formule de covariance ici quelque part. J'ai ajouté cette colonne-là qui représente en fait les valeurs de la variable x qui sont ici, moins la moyenne de 3 qu'on a calculé précédemment. Et vous allez avoir les valeurs suivantes. Pareil pour la deuxième variable, on va calculer les valeurs de yi
moins la moyenne de 12,5 que nous avons calculée avant. Maintenant, on applique tout ça sur la formule de la covariance égale 1 sur 4 fois, on pourrait très bien ajouter une autre colonne qui va faire le produit de xi moins x bar et yi moins y bar. Mais comme il n'y a que 4 valeurs dans cette série statistique, je peux faire cette opération directement ici. Et cela donne au final une covariance de 23. Alors maintenant, comment on peut interpréter ce résultat de 23? Il s'agit d'une valeur positive, donc on peut estimer que s'il y a une relation entre la variable x et la variable y, alors cette relation va dans le même sens. Si x augmente, y va augmenter. Et à l'inverse, si la première variable diminue, ça va faire baisser la deuxième variable. Dans notre cas ici, c'est logique et clair, plus on augmente le temps de travail, plus le résultat scolaire augmente. Pardon, ici, j'ai fait une erreur. En fait, le calcul de la covariance, c'est 23 sur 4. J'ai oublié le 1 sur 4 dans mon calcul, ce qui donne un résultat de 5,75. Alors, il faut comprendre que par rapport à cet indicateur, plus on s'éloigne de 0, plus il y a de chances que ces deux variables sont liées, c'est-à-dire que l'une influence l'autre. C'est clair par rapport à cet exemple, si vous voulez avoir ce produit-là plus grand ou bien plus loin de 0, il faut avoir les mêmes signes de valeur ici. Parce que le produit de deux valeurs négatives donnerait un résultat positif et le produit de deux valeurs positives donnerait aussi un résultat positif. Et donc l'addition de plusieurs produits positifs va s'éloigner de 0. Maintenant, quelle est l'interprétation de cette valeur de 5,75? On ne peut pas avoir une interprétation précise par rapport à cette valeur parce que c'est relatif aux données de la série statistique. Par exemple, si le temps d'étude est exprimé en minutes et pas en heures, vous allez avoir 60 ici, vous allez avoir 120 minutes ici. En fait, en général, vous allez multiplier tout ça par 60 minutes, ce qui va vous donner un résultat de la covariance fois 60. C'est pour ça que l'interprétation de cette covariance va vous donner simplement une idée sur la relation possible entre les deux variables étudiées. Plus on s'éloigne de 0, plus il y a des chances d'avoir une relation entre x et y. Si la covariance est positive, alors les deux variables évoluent dans le même sens. Si l'un augmente, l'autre va augmenter aussi. Et à l'inverse, quand l'un diminue, l'autre diminue aussi. Je vais vous donner un autre cas où les deux variables évoluent dans le sens inverse. Je prends par exemple le temps passé devant l'écran et les résultats scolaires d'un élève. On va avoir dans ce cas les résultats suivants. Vous avez dans un premier temps l'utilisation de 6 heures par jour de l'écran. Et le résultat de l'élève est 8 sur 20. Et ensuite, plus l'élève diminue son usage de l'écran, plus les résultats s'améliorent. Dans ce cas aussi, pour calculer la covariance, on va commencer par calculer les moyennes des x et y. Alors, le calcul de la moyenne des x, ça donne 3,25 et y, ça donne 12,5. Ça reste la même chose que dans le résultat précédent. Une fois les moyennes calculées, on peut ajouter les colonnes au tableau xi moins x bar, yi moins y bar et le produit des deux écarts. Maintenant, on fait la somme de ces produits, ce qui donne moins 27,5. Et la covariance n'est rien d'autre que la somme de ces produits divisé par n, à savoir 4. Et le résultat final pour le calcul de la covariance est moins 6,87. Dans ce cas, vous voyez bien que la covariance est négative. Cela signifie que le sens de variation de ces deux variables se fait dans le sens opposé. Si l'une augmente, l'autre diminue. Et à l'inverse, si l'une diminue, l'autre augmente. C'est bien ce que vous remarquez dans le calcul ici des écarts autour de la moyenne. Là, c'est positif, l'autre, c'est négatif. Là, c'est positif, l'autre, c'est négatif. Là, c'est négatif, l'autre, c'est positif, et ainsi de suite. Ce qui donne à chaque fois une valeur du produit négative. Et la somme de ces valeurs donnerait une valeur négative très loin de 0. En résumé, on va dire la chose suivante. Le signe de la covariance est négatif, et cela s'interprète dans notre cas que l'augmentation du temps passé à l'écran
influence les résultats à la baisse. Alors que quand la covariance est positive, on suppose que les deux variables vont dans le même sens. Maintenant, la question qui reste posée à ce stade, c'est comment avoir un indicateur dont la valeur nous donne précisément le degré de relation qui peut exister entre les deux variables étudiées. On a vu avec la covariance, la valeur finale n'a pas d'importance à prévoir exactement ce degré de relation entre les deux variables, mais elle peut juste indiquer s'il y a une probable relation entre les deux variables quand on s'éloigne de zéro, que ce soit positivement ou négativement. Alors l'indicateur statistique utilisé pour ramener cette valeur de la covariance à une sorte de probabilité, cet indicateur est le coefficient de corrélation. Dans la vie de tous les jours, on fait sans arrêt des liens entre les choses. On se dit par exemple, quand je dors mal plusieurs nuits de suite, j'ai plus de mal à me concentrer en classe. Ou bien, plus je m'entraîne au foot, plus je me sens en forme, etc. Sans le savoir, on est en train de parler de corrélation. On a l'impression dans plusieurs cas que quand une chose change, une autre change aussi dans un certain sens. Et ces expressions s'intègrent naturellement dans le langage, mais ça reste des impressions. Sauf qu'en statistique, ce n'est pas une impression, mais c'est quelque chose qui peut être cadré par la rigueur des formules mathématiques. Je vais vous présenter cette formule qui mesure à quel point deux choses semblent évoluer ensemble. La voici. Regardez-moi la beauté de cette formule. C'est une formule qui contribue au développement et à la perfection de l'intelligence artificielle. Tellement belle et elle se complète toute seule, on dirait qu'elle est vivante. Le R, c'est le coefficient de corrélation. X, ça désigne la première variable statistique étudiée. Et Y, la deuxième variable étudiée. X bar et Y bar, c'est leur moyenne respective. Cette formule, je vais vous la présenter pour la première fois d'une autre manière jamais vue. Cette formule peut s'écrire aussi covariance de x et y divisé par l'écart type de x fois l'écart type de y. Mais je vais garder la première formulation pour essayer de faire parler les différents éléments de cette formule et leur donner sens, pour que ça soit tellement évident et on n'a même pas besoin d'aller recourir à des formules mathématiques complexes pour l'expliquer. On va analyser cette formule en détail. Pour que ça soit facile à comprendre, je reprends l'exemple que j'ai présenté la dernière fois qui représente le temps passé à étudier et les résultats obtenus. Les XI, ça représente le nombre d'heures passées à étudier et les YI, ça représente les résultats obtenus sur 20. Dans cette formule, vous voyez que tout est comparé à la moyenne. Et c'est très important parce que la moyenne, ça représente le centre des valeurs. Si on veut exprimer toutes les valeurs en une seule, ce serait la moyenne. Et donc là, on va mesurer de combien les valeurs s'écartent de ce centre des valeurs, à savoir la moyenne. On va voir ça de plus près. Je commence d'abord par les écarts autour de la moyenne des x. On avait calculé cette moyenne à 3. C'est simplement la somme de ces valeurs divisée par 4. Si je prends la première valeur des x, à savoir 1, elle s'écarte de la moyenne de 2 unités. Vous allez voir, c'est très intéressant de schématiser de cette manière. Pour la deuxième valeur, elle s'écarte de la moyenne d'une unité en dessous. Pour la troisième valeur, c'est 4, elle s'écarte d'une unité au-dessus. Et pour la dernière valeur 5, elle s'écarte de 2 unités après 3. Là, vous avez les écarts autour de la moyenne. Et vous pouvez toujours vérifier que vous avez le même nombre d'unités au-dessus que des unités en dessous. Alors dans ce cas aussi, on va tracer une ligne qui va représenter la moyenne. On avait calculé cette moyenne, c'est 12,5. Pour la première valeur de 8, elle s'écarte de cette moyenne négativement de 4,5. La deuxième valeur, 10, s'écarte aussi négativement de cette moyenne de 2 unités,5. Alors par contre, la valeur de 15 se trouve au-dessus de la moyenne avec un écart de 2,5. Et puis la dernière, à savoir 17, s'écarte de la moyenne de 4,5. Déjà, rien qu'avec cette illustration,
vous allez voir que cette corrélation entre les deux variables est très forte. Déjà, si on regarde la proportionnalité des écarts, sont absolument parallèles et proportionnels aussi bien à la baisse que à la hausse. Et donc, on imagine que le coefficient de corrélation va avoir une valeur très élevée qui se rapprocherait de 1. Je dois préciser que ce coefficient de corrélation prend des valeurs entre -1 et 1. Plus il se rapproche de 1, plus la relation entre x et y est très forte d'un côté et puis ils vont dans le même sens. Quand ça baisse d'un côté, ça baisse de l'autre côté aussi. Et quand ça augmente d'un côté, ça augmente de l'autre côté aussi. Et là, on imagine qu'on va se rapprocher de 1 parce que cette corrélation est positive. Maintenant, on va venir à cette formulation de xi moins x bar et yi moins y bar. On va d'abord le calculer, ce n'est pas compliqué. Et puis ensuite, je vais vous expliquer la signification et le sens à donner à cette formule dans sa globalité. Vous avez le produit des écarts. -2 fois -4,5, ça fait 9. Et puis vous avez -1 fois -2,5, ça donne 2,5, plus 1 fois 2,5, ça donne aussi 2,5. Et puis au final, vous avez 2 fois 4,5. Et ça donne 9. Voilà, on vient de calculer ici la somme des produits de ces écarts. Pour la partie en dessous, je vais procéder étape par étape. Je vais d'abord calculer ces écarts-là au carré. C'est simplement -2 au carré, ce qui fait 2 au carré, -1 au carré, c'est 1 au carré, c'est la même chose, plus 1 au carré, plus 2 au carré. C'est facile, 2 au carré c'est 4, 1 au carré c'est 1. Donc cette première expression va nous donner en fait 4 plus 1 plus 1 plus 4 égale 10. Je vais mettre ici 10 plus. Maintenant, je vais calculer cette deuxième partie des écarts au carré. Pardon, ici c'est fois et pas plus. Pour cette deuxième partie, on va simplement additionner ces écarts au carré. -4,5 au carré, plus -2,5 au carré, plus 2,5 au carré, et au final, plus 4,5 au carré. Et ce total donne 53. Donc, on va multiplier ici par 53 et tout ça racine carrée. Le calcul d'au-dessus, ça fait 23. Et racine carrée de 10 fois 53, ça fait 23,02. Ce qui donne une valeur de ce R de 0,99. Approximativement 1. Et donc, ça confirme notre observation de départ, à savoir cette proportionnalité de variation des deux variables. Dans ce cas, on peut interpréter ce résultat par une forte relation entre x et y. Et cette corrélation est positive, c'est-à-dire que si une variable augmente, l'autre va la suivre et augmenter. Il faut savoir que ce produit des écarts que vous avez au numérateur ne dépassera jamais la valeur de ce produit que vous avez au dénominateur. Parce que ici, on neutralise toutes les variations négatives, comme -2 par exemple, on va le porter au carré, ce qui va faire en sorte que cette valeur deviendrait positive. Et on ramène la valeur des écarts au carré à la même proportion qu'au numérateur, en mettant toute cette valeur à la racine carrée. Alors, au dénominateur, on peut avoir des valeurs négatives. Imaginez par exemple qu'au lieu d'avoir ici -1, vous avez un écart de +1, et pour la troisième valeur, au lieu d'avoir un écart positif, vous avez un écart négatif. C'est-à-dire que dans notre tableau, vous avez ici 4 au lieu de 2, et là 2 au lieu de 3. Alors dans ce cas, quand vous allez multiplier 1 fois -2,5, vous allez avoir ici -2,5, ce qui réduit la valeur de ce produit. Et pareil pour ce -1 fois 2,5, vous allez avoir encore une fois -2,5, ce qui va affaiblir cette relation entre les deux variables, car au niveau du numérateur, rien ne change parce qu'on porte les valeurs au carré. On va avoir toujours un total de 23,02, alors qu'au numérateur, on va avoir le produit des écarts. Dans cette situation, c'est -2 fois -4,5, plus 1 fois -2,5, -1 fois 2,5, et au final, plus 2 fois 4,5. Ce qui donne une valeur de 13 au lieu de 23 précédemment. Et 13 divisé par 23,02, ça donne 0,56.
ce qui se traduirait plutôt par une faible relation entre les deux variables, ou une relation moyenne. En fait, pour comprendre différemment cette formule, c'est comme si vous avez une urne ou bien des écarts favorables à la corrélation et d'autres pas. Et donc cet indicateur, c'est simplement une sorte de probabilité de tirer de cette urne que les bons écarts qui favorisent la corrélation entre les deux variables, rapportés à l'ensemble des écarts que vous avez à disposition. Mais ce n'est pas véritablement une probabilité parce qu'une probabilité prend des valeurs entre 0 et 1, alors que notre R peut avoir aussi des valeurs entre moins 1 et 0. C'est pour ça qu'on utilise un autre coefficient et à ce moment-là, on parlerait presque d'une probabilité, c'est de porter ce R au carré. Si par exemple vous avez un R égale moins 1, alors R au carré donnerait une valeur de 1. Globalement, ce coefficient de corrélation renvoie bien l'image du poids ou de l'importance des bons écarts qui favorisent une relation entre les deux variables par rapport à l'ensemble des écarts observés. Graphiquement, si je représente mes valeurs ici de ce tableau, je représente sur la première axe notre variable x et sur l'axe des ordonnées, je vais représenter les y. Pour la première valeur, vous avez 1 pour x et 8 pour y. Alors 1 pour x et à peu près 8 ici pour y. Là, vous obtenez le premier point. La deuxième valeur, vous avez 2 et 10. 2 pour x et 10 pour y. Vous avez le point ici. Et puis vous avez 4 et 15 et au final 5 et 17. Vous voyez bien qu'avec cette représentation, on a presque une ligne droite qui va traverser ces points. Ce qui fait que la corrélation est presque parfaite, c'est-à-dire égale 1. Je vais vous clarifier davantage ce coefficient de corrélation. Sa valeur est comprise entre moins 1 et 1. Je peux le présenter encore une fois d'une manière visuelle avant d'utiliser la formule et avancer davantage dans ce cours d'économétrie. Alors prenons un exemple au hasard de deux variables x et y. Je présente ici la moyenne des deux variables et les écarts des autres valeurs autour de la moyenne. Alors je préfère vous présenter les choses de cette manière parce que visuellement vous allez comprendre en fait le sens de la formule qui est très compliquée sur base mathématique. Alors, pour que ça soit sûr, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi les valeurs en fait de la première série et la deuxième série que je présente ici? Pour les x, vous avez la première valeur 8 et puis 3 en dessous de la moyenne, ça fait 4. Et la dernière valeur, 2 au-dessus de la moyenne, c'est 9. Et pour la deuxième variable, vous avez 10 moins 2, ça fait 8. 10 plus 3, ça fait 13. Et 10 moins 1, donc ici c'est en rouge, ça fait 9. Donc là, simplement, vous avez une série statistique des x 8, 4, 9 et vous avez une série de valeurs de y 8, 13, 9. Si vous calculez leur moyenne, vous allez trouver 7 pour x et 10 pour y. Je n'ai pas calculé cette moyenne, mais c'est sûr et certain que vous allez tomber sur ces moyennes-là. Parce que tout simplement, vous avez autant d'écart au-dessus qu'en dessous. Et pareil pour y, vous avez 3 au-dessus et 3 en dessous. Maintenant, on va calculer notre R, le coefficient de corrélation, uniquement sur base de cette représentation schématique. Alors au-dessus, nous allons simplement mettre la somme des produits des écarts des deux variables x et y. C'est-à-dire, d'une manière visuelle, ce premier écart fois ce premier écart, plus ce deuxième écart fois ce deuxième écart, fois ce dernier écart fois ce dernier écart. Et cela vous donne le calcul suivant. Et en dessous, ce que vous allez mettre, c'est simplement en fait la somme de ces écarts au carré fois la somme de ces écarts au carré. Et puis, on va mettre la valeur obtenue à la racine carrée. Et cela vous donne le calcul suivant. Vous remarquez bien ici que toutes ces valeurs négatives vont se transformer en valeurs positives. Et de cette manière, on va obtenir une valeur maximale de la somme de tout le produit de ces écarts. Alors que ce n'est pas le cas dans ce calcul-là, parce qu'on peut très bien avoir une valeur négative. Alors, après le calcul, notre R égale moins 13 divisé par 14. Et cela donne moins 0,93. Et l'interprétation de cette valeur de moins 0,93 est que la relation entre les deux variables x et y est une relation inverse, négative,
C'est-à-dire que quand l'un augmente, l'autre diminue, et inversement. Et la deuxième chose, c'est que cette relation est très forte parce qu'on s'approche de moins un. Mais je dois préciser une chose par rapport à cette situation, on n'a ici que trois valeurs des deux variables, ce qui est très peu pour avoir une valeur pertinente de notre R. Mais là, dans notre cas, c'est juste à titre pédagogique pour comprendre les choses, donc on se limite à ces trois valeurs. Maintenant, si je représente les valeurs de x et y graphiquement, je vais avoir plusieurs situations en fonction de la valeur de R. Si cette valeur est négative, c'est-à-dire en dessous de 0, alors dans ce cas, on va avoir en fait une relation inverse entre x et y. Si cette relation est linéaire, on va avoir une droite décroissante de cette manière. Par contre, si la valeur de R est positive et s'approche de 1, alors à ce moment-là, je sais que la relation entre x et y est croissante. Si c'est une droite, alors ça va être une droite croissante. Et l'autre cas de figure extrême, c'est quand R égale 0, ou simplement se rapproche de 0. Alors à ce moment-là, on estime qu'il n'y a pas véritablement de relation entre x et y. Et dans les autres cas où R n'est pas nul, on peut avoir des degrés différents de relation entre x et y. D'une manière générale, si je représente les différentes valeurs de x et les différentes valeurs de y ici, je vais avoir plein de points dispersés comme ça dans le graphique. C'est bien ce qu'on appelle un nuage de points. Et ce nuage de points peut donner une idée sur la nature de relation entre x et y. Si par exemple vous avez un nuage de points qui va faire cette allure-là, vous voyez bien que ça forme bien quelque chose qui ressemble à une droite croissante entre x et y. Dans ce cas, on pourrait très bien trouver cette relation mathématique de cette droite entre x et y la plus optimisée possible, de manière à prédire une valeur de y sachant x à n'importe quel point. Bien sûr, je vais vous présenter plus tard la méthode utilisée pour déterminer cette droite de régression. Mais pour le moment et avant cela, j'aimerais bien que vous ayez quelques bases par rapport à la construction de cette droite. D'une manière générale, si vous avez une droite de cette nature, cette droite peut s'écrire de la manière suivante: y égale ax plus b. Maintenant, il faut bien comprendre les différents éléments de cette droite. X est une variable statistique, c'est ce que vous avez sur cet axe-là, ça change. Et pareil pour y, c'est une autre variable statistique qui change en fait en fonction de x. Et donc dans cette relation-là, on n'a pas besoin à chercher une valeur précise de x et une valeur précise de y parce que c'est des variables qui changent en fonction de l'une ou de l'autre. Mais par contre, notre a ici dans cette équation et notre b, ce ne sont pas des variables, mais ça prend une valeur bien précise et déterminée. La valeur de b, c'est simple, c'est la valeur en fait de y quand x prend la valeur de 0. Si votre x ici se trouve ici à 0, là on va avoir notre b. Le b se trouve toujours ici à l'origine, mais il faut le déterminer. Je vais vous montrer ça plus tard quand on abordera des exercices pratiques. Maintenant, il reste à savoir qu'est-ce que c'est que ce a dans cette équation. Quand vous déplacez x d'une unité, la valeur de a, c'est simplement de combien il faut monter pour arriver à la droite. A, dans ce cas, c'est cette valeur-là que vous avez ici. Ce a, on l'appelle aussi le coefficient directeur aux pentes de la droite. Et d'une manière générale, ça mesure le degré de l'inclinaison de cette droite. Si on déplace x d'une certaine distance, de combien en fait on va monter pour atteindre la droite? Et la valeur de notre a, c'est simplement cette distance-là sur cette distance. Et donc, plus notre a est grand, plus cette inclinaison est grande. Prenons un exemple pratique pour illustrer ces deux paramètres a et b. Considérons par exemple cette échelle pour x et cette échelle pour y. Si vous avez cette droite par exemple, alors notre équation y égale ax plus b peut être déterminée facilement. D'abord, le b, c'est l'ordonnée à l'origine, et dans notre cas, c'est clairement 8. Maintenant, notre a, c'est la pente de la droite. Si vous partez de n'importe quel point horizontalement et puis vous montez verticalement vers la droite, dans ce cas, la valeur de a, c'est simplement en fait cette distance-là sur la distance horizontale. Pour que ça soit la plus sûre possible, essayez de détecter sur la droite des points qu'on peut identifier clairement. Quand par exemple, ce point-là,
qui est 28. Ce point, c'est 8. Ce point, c'est 12. Si je prends par exemple cette distance-là et cette distance-là. Verticalement, c'est 12 moins 8, ça fait 4. Et horizontalement, c'est 4 aussi. Et donc le A dans notre cas, c'est simplement 4 sur 4. Visuellement, vous avez cette distance plus grande que celle-là. C'est tout simplement parce que l'échelle prise pour x est plus petite que l'échelle des y. Donc au final, y égale x plus 8. Alors dans le cas d'une série statistique où il y a très peu de données par rapport à x et y, imaginez par exemple qu'on n'a que deux valeurs de x et y. Alors à ce moment-là, il n'y a qu'une seule possibilité pour rejoindre ces deux points et on va avoir forcément une relation linéaire entre les deux points représentés. Mais imaginez que vous avez un troisième point quelque part ici. Donc à ce moment-là, cette relation linéaire ne reste plus valable, ne reste plus d'actualité parce que cette ligne qu'on a tracée ici est très loin de notre nouvelle donnée ici. En fait, en général, pour avoir cette relation entre les deux variables la plus pertinente possible, il faut avoir une base de données très très grande entre les valeurs de x et y. Et donc, au lieu d'avoir 3 points, vous allez avoir énormément de points qui sont dispersés d'une manière à former une certaine allure qui peut être prédictible avec un nuage de points. Et on peut espérer à ce moment-là avoir une relation linéaire qui va minimiser au maximum ces distances qu'il y a entre les différents points et cette droite-là. Et cela peut être calculé mathématiquement parlant. C'est bien ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés. Vous avez une droite de cette forme qui croise l'axe des ordonnées au point B. Vous avez ici l'axe horizontal qui représente la variable x et sur l'autre axe, on a la variable y. Et l'équation de cette droite s'exprime y égale ax plus b. Notre b dans cette équation n'est rien d'autre que l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire que quand x prend 0, y prend la valeur b. Et notre a dans cette équation, ça représente la pente de cette droite. Plus cette pente est grande, plus le a est grand. Je vais vous expliquer comment trouver cette équation dans le cas d'une relation linéaire entre deux variables statistiques, en utilisant la méthode des moindres carrés. Je prends un exemple simple pour vous expliquer comment ça marche cette méthode. Je vais reprendre une représentation des deux variables x et y. Pour que ça soit clair, on va dire que x représente le nombre passé à étudier une matière et y la note obtenue par rapport à cette matière. On va dire qu'on dispose de ces observations. Une fois, l'élève a étudié 2 heures, a obtenu 10. À un autre moment, il a étudié 3 heures, il a obtenu 14. Et puis 4 heures, il a obtenu 12. 5 heures d'études a obtenu 16. Et finalement, avec 6 heures d'études, l'élève a obtenu 18. Vous voyez bien qu'avec cette représentation de données, ça forme bien une sorte de nuage de points qui dit que plus le nombre d'études est grand, plus la note obtenue est grande. Et avec la méthode des moindres carrés, on peut obtenir cette droite qui va représenter cette relation entre le nombre d'études et la note obtenue. Et cela en minimisant au maximum les écarts qu'il y a entre les points et cette droite-là. Et la méthode des moindres carrés consiste en fait à minimiser au maximum le carré de ces écarts, qui séparent les points réels de cette droite. C'est-à-dire qu'avec cette méthode, la somme de tous ces carrés-là doit être le minimum possible. Alors d'abord, je vais vous présenter la méthode pour déterminer cette équation de y égale à x plus b de cette droite-là. Et puis, je vais vous expliquer le sens des choses et des formules utilisées. Tout d'abord, il faut savoir que cette ligne ou bien cette droite-là passe sur le centre de ces écarts. Et comme vous le savez maintenant, la moyenne des données statistiques représente le centre des données. Donc, on a une première propriété qui va déterminer cette droite, c'est que le point représenté par la moyenne des x et la moyenne des y doit forcément se situer sur cette droite-là. Ce qui fait que le point de coordonnées y bar et x bar vérifie bien cette relation entre x et y. Et le fait de remplacer y par sa moyenne et x par sa moyenne permet de trouver la valeur de b.
Et notre A dans l'équation peut se déterminer par A égale la covariance de xy divisé par la variance de x. Je vais vous expliquer bien sûr plus tard le sens de cette formule aussi. Mais pour le moment, essayons d'appliquer un peu cette méthode à ces données que je viens d'improviser ici dans cet exercice. Je demande à Gemini 3 de me représenter d'une manière claire ces données. L'objectif, c'est de trouver cette relation, cette équation entre les notes obtenues et le nombre d'heures étudiées, exprimée dans la relation y égale à x plus b. Vous avez les données statistiques. Dans la première colonne, on suppose que c'est des élèves différents, mais ça peut être un même élève qui a testé d'étudier 2 heures, et puis 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, et voir la note obtenue. Donc vous avez le nombre d'heures étudiées dans la deuxième colonne, et puis la note obtenue. Pour calculer la covariance et la variance de x, on va ajouter 2 colonnes. X au carré, donc vous avez 2 au carré, ça fait 4, 3 au carré, ça fait 9, 4 au carré, ça fait 16, etc. Et la dernière colonne, x fois y, vous avez 2 fois 10, ça fait 20, 3 fois 14, 42, 4 fois 12, 48, etc. D'abord, on calcule la moyenne des x et la moyenne des y. La moyenne n'est rien d'autre que la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Pour x, vous avez un total de 20 sur 5, ça fait une moyenne de 4. Et pour la moyenne de y, on fait la somme de la colonne, ça fait 70, divisé par le nombre de valeurs, à savoir 5. Cela donne une moyenne de 14. Alors, une fois que nous avons ces moyennes, on peut calculer la pente par la formule la covariance xy sur la variance x. Pour la somme des x fois y, vous l'avez dans le tableau. À la dernière colonne, vous avez 298. C'est ce que vous voyez dans la formule ici, moins n fois x bar fois y bar. Tout ça divisé par la somme des x au carré, que vous trouverez dans le tableau aussi à la quatrième colonne, moins n fois x bar au carré. Et cela vous donne une pente de 1,8. Pour trouver b dans l'équation, il faut appliquer en fait la moyenne dans l'équation et on trouvera un b égale 6,8. En fait, il s'agit d'une note que l'élève peut obtenir sans même étudier. Et au final, vous avez votre équation y égale 1,8x plus 6,8. Et graphiquement, on peut tracer cette droite qui passe près de toutes ces valeurs-là observées. Et cette équation, ça permet de prévoir la note approximative à avoir en fonction du nombre d'études qu'on va consacrer. Comme par exemple, on va dire consacrer 7 heures d'études. Vous allez avoir à peu près 19 sur 20. Si vous faites 5 heures d'études, vous allez avoir à peu près 16 sur 20. Et 1 heure d'étude, par exemple, vous allez avoir 8,6, ainsi de suite. Maintenant, j'aimerais bien vous expliquer le sens derrière ces formules, par exemple de A, la pente de la droite, qui peut être obtenue par la division de la covariance sur la variance de x. Pourquoi on divise la covariance sur la variance de x pour trouver la valeur de la pente de la droite? Avant cela, je vais vous présenter les différentes formules utilisées pour la covariance et la variance. Pour la covariance, vous avez 2 formules utilisées. Vous avez cette première formule qu'on peut développer pour devenir cette deuxième formule qui représente la moyenne des produits moins les produits des moyennes et qui donne la valeur de la covariance. Cette deuxième méthode est préférée parce que ça permet de simplifier le calcul. Mais la formule de base de la covariance, c'est bien la moyenne des produits des écarts, c'est-à-dire la somme des écarts autour de la moyenne de la première variable fois les écarts de la deuxième variable. Et à chaque fois, on divise par n le nombre de valeurs observées. À ce sujet, il y avait un commentaire qui disait qu'il faut diviser par n-1 et non pas n. Je vais vous expliquer plus tard quand est-ce qu'on divise par n-1 et quand on divise par n et pourquoi faire. Mais pour le moment, on va adopter la formule normale, à savoir diviser par n. Alors, par rapport à la variance, il y a aussi 2 formules adoptées. La formule de base, c'est cette première formule, à savoir la moyenne des carrés des écarts. Mais cette formule peut être développée pour devenir cette deuxième formule qui est plus rapide dans les calculs.
Et donc, dans les tableaux, on utilise souvent cette formule parce que ça permet de calculer rapidement la variance. Et cette formule, c'est simplement la moyenne des x au carré moins le carré de la moyenne. Je vais revenir à ces différentes formules, mais pour le moment, j'aimerais bien vous expliquer pourquoi cette formule de covariance sur la variance pour exprimer cette valeur de la pente de la droite. Alors, prenons un exemple très simple pour capter la logique derrière la formule. Je vais illustrer par ces deux lignes en fait la moyenne de x et y. Je vais représenter la variable x en bleu et la variable y en rouge. Imaginez une covariation parfaite entre x et y. Par exemple, dans le même sens. On va donner quelques valeurs. X s'écarte de la moyenne pour la première valeur de 2 unités. Y s'écarte au même temps de 2 unités aussi de la moyenne. Et puis, dans la deuxième observation, on a x qui s'écarte de sa moyenne de 3 unités, mais dans le sens négatif. Et vous avez y qui suit la même tendance, qui s'écarte de sa moyenne de 3 unités négativement. Et puis, à la troisième observation, vous avez x qui s'écarte de sa moyenne d'une unité, et y aussi s'écarte positivement de sa moyenne d'une valeur. Alors, à votre avis, dans cet exemple, intuitivement, ce serait quoi la valeur de A, la pente de la droite? Ce serait simplement la valeur de 1, parce que si on change x d'une unité, y change d'une unité aussi. Mais cette valeur est donnée d'une manière intuitive. On va voir avec les formules, est-ce qu'on va arriver à la même valeur de 1? Et vous allez voir qu'avec ces représentations très simples, vous allez comprendre et donner sens à cette valeur de A, ou plutôt à cette formulation de la pente. Je vais calculer d'abord la covariance, qui n'est rien d'autre que la somme de produits de ces écarts. Le premier écart, deuxième écart, troisième écart. Divisé par n, n dans ce cas c'est 3 valeurs, donc 3. Vous avez au premier écart 2 fois 2 ça fait 4. Deuxième écart, moins 3 fois moins 3 ça fait 9. Et les deux derniers écarts, ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Donc la covariance, c'est la somme de ces produits des écarts divisé par 3, ce qui fait 14 sur 3. Maintenant, je vais calculer la variance de x. Et la variance de x, c'est simplement ces écarts-là portés au carré. Vous avez le premier écart, 2 au carré, ça fait 4. Moins 3 au carré, ça fait 9. Et le troisième écart, 1 au carré, ça fait 1. Et la somme de tous ces écarts au carré, ça donnerait 14. Divisé par 3 valeurs, ça fait 14 sur 3. Vous voyez que notre intuition d'avoir une valeur de 1 pour la pente se réalise avec la formule, donc on va avoir ici 1. En fait, dans cet exemple, vous avez une variabilité parfaite de y par rapport à x. Ce qui fait que la covariance dans ce cas n'est rien d'autre que la variance de x. C'est comme si cette deuxième variable que je représente en rouge dans ces écarts n'est rien d'autre que notre variable x. C'est pour ça que vous avez la variance de x n'est rien d'autre en fait que la covariance de x et x. Et puisque la variation de x est parfaite par rapport à elle-même, on compare dans cette relation la variabilité d'une autre variable par rapport à cette relation parfaite de x. Imaginez maintenant un autre exemple très simple pour capter bien cette logique de cette formule, que la variation de y dans ces observations est le double de x. Par exemple, ici, vous avez un écart de 4 autour de la moyenne de y. Et par rapport à la deuxième observation, vous avez un écart de 3 en dessous de la moyenne de y. Et pour la dernière observation, vous avez un écart de 2 au-dessus de la moyenne de y. Là, intuitivement, encore une fois, vous pouvez estimer que la valeur de A donnerait intuitivement 2. Parce qu'une variation d'une unité de x, ça fait varier y de 2 unités. Quand x varie d'une unité, y varie de 2 unités. On va vérifier ça avec cette formule-là. Je vous rappelle encore une fois la formule de la covariance, c'est la somme des produits de ces écarts. Vous avez le premier produit, c'est 2 fois 4, ça fait 8. Le produit de ces deux autres écarts autour de la moyenne, ça fait 3 fois 6, c'est-à-dire 18. Et au final, 1 fois 2,
ça fait 2. Donc dans la formule, vous allez avoir la somme de toutes ces valeurs au-dessus, ce qui fait 28. Je ne vais pas diviser par 3 ici parce que en dessous aussi, je vais diviser par 3, donc je simplifie déjà cette formule-là. Et par rapport à la variance, on l'a déjà calculé, c'est 14. Vous voyez bien que la valeur finale, c'est 2. Voilà, j'espère que cette visualisation vous permet de donner sens à cette formule. Bien sûr, ici, je vous donne des exemples très clairs et poussés à l'extrême où il y a une relation parfaite entre la variation de x et la variation de y. Mais ça marche aussi quand on a une variabilité entre x et y qui n'est pas toujours constante et proportionnelle. En fait, dans ce cas, l'idée de base, c'est de voir à quel point la variabilité d'une variable autour de sa moyenne correspond à la variabilité de l'autre moyenne. Et si on estime qu'il y a une relation entre les deux variables x et y, cette variabilité est souvent très proportionnelle d'une observation à l'autre. C'est-à-dire que si je continue le cas de cet exemple, vous avez dans la première observation x qui s'écarte de sa moyenne d'une certaine proportion, et vous avez y qui va dans l'autre sens avec une même proportion. Ici, dans la deuxième observation, on voit que x s'écarte largement de sa moyenne, mais dans le sens négatif. Alors, s'il y a une relation proportionnelle ou bien linéaire entre les deux variables, on s'attendrait que y part dans l'autre sens avec une même proportion. Ainsi de suite pour les autres observations. Je vais appliquer cette même méthode sur l'exercice que j'ai présenté au départ, à savoir celui-ci. La première variable représente le nombre d'heures d'études et la deuxième variable représente la note obtenue. La moyenne de y, c'est 14 et la moyenne des x, c'est 4. Je n'ai besoin que de ces données-là et on va voir visuellement de quelle manière les valeurs s'écartent de la moyenne. Donc je rappelle simplement que la moyenne des x, c'est 4 et la moyenne des y, c'est 14. Si je représente les moyennes avec cette ligne-là, vous avez pour la première valeur de x, elle s'écarte de la moyenne de 2 en dessous de la moyenne. Donc vous avez ici 2 valeurs en dessous de la moyenne. Et la valeur de y, à ce moment-là, s'écarte de 4 valeurs en dessous de la moyenne. Je vais représenter ça de cette manière. Pour la deuxième valeur de x, s'écarte d'une unité en dessous de la moyenne. Par contre, y se trouve à la moyenne, donc c'est 0 ici. Et puis la troisième valeur x se trouve à la moyenne et y en dessous de la moyenne de 2 unités. Ensuite, x se trouve une unité au-dessus de la moyenne et y de 2 unités au-dessus de sa moyenne. Et au final, 2 unités pour x et 4 pour y. La formule de la pente de la droite, c'est toujours la covariance xy sur la variance de x. La covariance, c'est simplement la somme des produits de ces écarts. C'est très simple, je peux le faire rapidement. Le produit de ces deux écarts, ça fait 2 fois 4, ça fait 8. En fait, c'est moins 2 fois moins 4, ça fait la même chose, 8. Là, vous allez avoir 0 parce que l'écart de la deuxième variable, c'est 0. Pareil pour la troisième valeur, vous avez x s'écarte de 0 valeur de la moyenne. Et puis, vous avez 1 fois 2, ça fait 2. Et 2 fois 4, ça fait 8. Donc en numérateur, on va avoir simplement la somme de ces valeurs. Vous avez 8 plus 2 plus 8, ça fait 18. Divisé par la variance de x. La variance de x, c'est simplement en fait la somme de ces écarts portés au carré. Vous avez 2 au carré, ça fait 4, moins 1 au carré, ça fait 1, 0 au carré, ça fait 0, 1 au carré, ça fait 1, et 2 au carré, ça fait 4. La somme de tout ça, 4 plus 1 plus 1 plus 4, ça fait 10. Et 18 sur 10, ça fait notre valeur que nous avons trouvée autrement, 1,8. Je vais vous montrer visuellement l'intérêt de la méthode des moindres carrés. Je vais partir d'un exemple très simple. Je veux savoir par exemple s'il y a une relation linéaire entre les dépenses publicitaires et le chiffre d'affaires réalisé. Pour cela, je vais vous mettre dans une situation professionnelle pratique.
Vous êtes engagé dans une entreprise et le patron de cette entreprise ne croit pas que la publicité a un impact positif sur le chiffre d'affaires. Et donc, il vous envoie ce message. J'ai besoin de preuves mathématiques irréfutables. Dites-moi si nos dépenses publicitaires impactent réellement notre chiffre d'affaires et si oui, prédisez nos gains futurs. Les données statistiques récoltées par rapport à l'impact de l'investissement en publicité sur le chiffre d'affaires sont récoltées dans le tableau suivant. Sans publicité, l'entreprise fait 2 000 euros de chiffre d'affaires. 2 000 euros de publicité, ça fait augmenter le chiffre d'affaires à 3 000 euros. 4 000 euros en pub, 5 000 euros en chiffre d'affaires, ainsi de suite. Et les questions auxquelles il faut répondre par rapport à cette problématique sont les suivantes. Vérifier s'il y a une corrélation entre les deux variables, à savoir les dépenses publicitaires et le chiffre d'affaires réalisé. Et cela peut se faire en calculant le coefficient de corrélation. S'il y a une relation entre les deux variables, alors il faut déterminer l'équation y égale ax plus b. X, ça représente les dépenses publicitaires et Y, ça représente le chiffre d'affaires. Et au final, prévoir combien de chiffre d'affaires on peut faire avec des dépenses publicitaires de 12 000 euros. Je vais commencer tout de suite par la première question. Pour pouvoir calculer le coefficient de corrélation, je vais ajouter 2 colonnes à mon tableau, à savoir x au carré et x fois y. X, ça représente les charges publicitaires et Y, le chiffre d'affaires. Le coefficient de corrélation R égale la covariance XY divisé par la racine carrée de variance de X fois variance de Y. Donc, pour calculer ce coefficient, je dois d'abord calculer la covariance, la variance de X et la variance de Y. La covariance peut se calculer par les deux formules suivantes. Je vais adopter plutôt cette deuxième formule. Ce qui donne, si on applique cette formule, la somme des xi fois yi que vous trouverez ici dans cette colonne-là, divisé par n qui est dans ce cas 5. Donc vous avez 106 divisé par 5 moins le produit des deux moyennes. La moyenne des x, c'est 20 sur 5, ça fait 4. Donc ici, on a 4 fois la moyenne des y, c'est 21 sur 5, ça fait 4,2. Et tout ça nous donne une covariance de 4,4. Maintenant, je calcule la variance de x. Là aussi, je vais adopter cette deuxième formule parce que dans le tableau, on a déjà la colonne des xi au carré et on a la moyenne. Donc, je prends cette formule et je l'applique. Donc, la variance égale la somme des xi au carré que vous trouverez ici sur cette colonne-là. Vous avez donc 120 divisé par n qui est 5, moins la moyenne des xi au carré. Et la moyenne des xi, c'est 4, donc au carré. Et si vous calculez tout ça, vous allez avoir le résultat de 8. Maintenant, pour calculer la variance de y, on utilise la même formule. Au lieu d'avoir des xi ici, vous allez avoir des yi. Mais pour cela, j'ai oublié d'ajouter une autre colonne y au carré ici dans le tableau. Voilà, j'ajoute cette colonne. Et donc, la variance de y, c'est le total de cette colonne, 103 divisé par 5, moins la moyenne des y qui est 4,2 au carré. Et si vous faites ce calcul, vous allez trouver 2,96. Donc au final, on peut calculer notre R égale la covariance sur la variance de x et la variance de y à la racine carrée. On applique simplement les résultats obtenus. La covariance c'est 4,4 divisé par racine carrée de 8 pour la variance de x fois 2,96 pour la variance de y. Et cela vous donne approximativement 0,9. La conclusion de ce résultat, c'est qu'il y a une forte relation entre x et y, et cette relation est positive, c'est-à-dire que x et y varient dans le même sens. Quand l'un augmente, l'autre augmente aussi, et inversement. Maintenant qu'on arrive à cette conclusion qu'il y a une forte relation entre x et y, il faut chercher cette équation mathématique y égale à x plus b. Pour le a, on peut l'obtenir par la formule suivante. La covariance, on l'a calculée, c'est 4,4, divisé par la variance de x qu'on a déjà calculée, qui est 8.
et cela donne 0,55. Maintenant, pour trouver b dans cette équation à x plus b, on sait que la moyenne des x et la moyenne des y appartient à la droite de régression. Donc, on peut remplacer y par sa moyenne, x par sa moyenne et a par sa valeur qu'on vient de trouver. Et au final, on trouvera notre b. b égale y bar moins ax bar. Je remplace toutes ces valeurs, 4,2 pour la moyenne des y moins 0,55 pour la valeur de a fois 4 pour la moyenne des x, et cela donne un b égale 2. Au final, vous trouvez la droite de régression y égale 0,55x plus 2. Voilà, j'espère que vous arrivez au même résultat si vous avez fait l'exercice. Maintenant, ce qui reste à faire par rapport à la troisième question, c'est de prévoir le chiffre d'affaires que l'entreprise peut obtenir avec des dépenses publicitaires de 12 000 euros. C'est simple, on va remplacer simplement ce 12 000 euros dans l'équation, sachant que X représente les dépenses publicitaires, on va le remplacer par 12 000 euros. Et on obtiendra notre Y, le chiffre d'affaires correspondant. Vous avez Y égale 0,55 fois 12 000 euros plus 2. Ça fait 8 600 euros. Alors la conclusion de tout ça, c'est vrai qu'il y a une relation entre les pubs et le chiffre d'affaires, mais cette relation ne donne pas un effet positif sur le chiffre d'affaires. Vous engagez 12 000 euros de publicité pour arriver à un chiffre d'affaires en dessous de 12 000 euros, ce qui n'est pas profitable bien sûr. Et graphiquement, on peut tracer cette droite de régression y égale 0,55x plus 2. Et dans cette illustration, vous pouvez vérifier que la somme des carrés des écarts par rapport à cette droite est le minimum possible. Ici, dans ce cas, ça représente 2,7. Regardez par exemple, si j'augmente l'ordonnée à l'origine, qu'est-ce qui se passerait par rapport à cette valeur? Eh bien, ça part à la hausse. Et si je baisse l'ordonnée à l'origine, je vais avoir l'effet inverse aussi. Ça va faire augmenter la somme des carrés des écarts. Donc, par rapport à cette valeur de B, c'est la valeur optimale. Et pareil, par rapport à la pente, si j'augmente cette pente, eh bien, vous voyez que la somme des carrés des écarts donne une valeur très élevée. Pareil, si je réduis en fait en dessous de 0,55, vous allez avoir un autre effet, c'est d'augmenter ces carrés des écarts. Et donc, mathématiquement parlant, la valeur idéale pour la pente de cette droite, c'est 0,55. Et l'ordonnée à l'origine idéale pour tracer cette droite, c'est 2. Pourquoi, à votre avis, il y a deux formulations pour calculer quelques indicateurs statistiques, comme la variance par exemple ou l'écart type? Dans une formule, on divise par n-1 et dans l'autre, on divise par n. Quand on divise par n, on se réfère à une population. Et quand on divise par n-1, on se réfère à un échantillon. Mais la question reste toujours posée, pourquoi faire? C'est bien ce que je vais vous expliquer d'une manière simplifiée. Si on veut étudier par exemple les caractéristiques d'une population d'un pays, ça demanderait énormément d'efforts et c'est presque impossible. C'est pour ça qu'on se réfère à un échantillon représentatif pour analyser tel ou tel phénomène dans la population entière. Mais les indicateurs et les mesures qu'on va avoir par rapport à cet échantillon ne correspondraient pas exactement à ce que donnerait l'analyse de la population tout entière. Pour illustrer cela, je vais prendre un exemple très simple d'une petite population composée de 6 élèves. Ils ont les points suivants par exemple 7, 9, 13, 15, 16, 18. Si par exemple mon objectif c'est d'étudier simplement cette classe, cette population, je vais utiliser les formules habituelles, normales, où on divise par n. Vous allez avoir une moyenne de 13, c'est la somme des valeurs divisées par le nombre de valeurs, une variance de 15 et un écart type de approximativement 3,87. On va garder ces indicateurs liés à la population entière et on va essayer de sélectionner à chaque fois un échantillon pour voir ce que donnerait en fait la mesure avec la division sur n et la division sur n-1. Je vais commencer par sélectionner cet échantillon par exemple. La moyenne de cet échantillon est 13,33.
La variance, si je divise par n, à savoir dans ce cas 3, est de 9,55. Et l'écart type est approximativement 3,09. Alors regardez bien maintenant si je divise par n-1, ce que j'obtiendrai comme résultat. n-1 dans ce cas c'est 3 moins 1, ça fait 2. Je divise donc 28,66 par 2, ça fait 14,33 pour obtenir la variance. Et la racine carrée de cet écart type donnerait 3,78. Vous voyez bien que cet écart type en divisant par n-1 est très proche de l'écart type de la population. Et pareil pour la variance, 14,33 est très proche de 15 que 9,55. Et pareil si je prends un autre échantillon comme par exemple 15, 13, 9. J'aurai un écart type de 2,49 dans le cas où je divise par n et un écart type de 3,05 si je divise par n-1. Mais cette approximation ne fonctionne pas toujours. On peut avoir des cas, comme par exemple 9, 16, 18, qui donnerait un écart type de 3,85 si on divise par n et 4,72 si on divise par n-1. Mais dans une population plus large, cette correction fonctionne dans la plupart des cas. Et cette correction, à savoir diviser par n-1 au lieu de n, s'appelle la correction de Bessel. Et jusqu'à l'instant, je n'ai toujours pas répondu à la question « Pourquoi faire ?» Je pars toujours de cet exemple, la moyenne de cette population est 13 dans ce cas. Et toute l'analyse de cette population va se baser sur les écarts par rapport à cette moyenne. Bien sûr, dans ce cas, c'est juste un exemple pour montrer pourquoi on divise par n-1. Dans la réalité, on ne connaît pas la moyenne de la population. C'est pour ça qu'on fait appel à l'analyse d'un échantillon au lieu de la population. Et on espère que cet échantillon représenterait au maximum toute la population. Sauf que cet échantillon qu'on va prendre en compte va avoir dans la plupart des cas une moyenne différente de celle de la population. Prenons ici quelques exemples. Si je sélectionne par exemple cet échantillon, je vais avoir une moyenne de 12. Et si je sélectionne un autre échantillon, comme celui-là par exemple, je vais avoir une moyenne de 14. En fait, globalement, dans la plupart des cas, je vais me retrouver avec une moyenne d'un échantillon qui se trouve au-dessus ou bien en dessous de la moyenne de la population. Si j'adopte par exemple ce premier échantillon, tous les calculs que je vais faire par rapport à la variance, l'écart type et autres calculs vont être basés sur cette moyenne de 12 qui se trouve en dessous de la moyenne véritable de la population. Sauf que ce que je cherche à étudier, c'est la population et non pas l'échantillon, qui ne représente qu'un moyen pour analyser la population. Et donc cet écart de la moyenne de l'échantillon et la moyenne de la véritable population va biaiser les résultats obtenus. D'une manière générale, si vous avez une moyenne d'un certain nombre de valeurs qui s'écartent de la moyenne de la manière suivante, il faut comprendre dans ce cas que cette moyenne, c'est la seule valeur qui va minimiser au maximum ces écarts. Si je déplace cette valeur soit au-dessus ou bien en dessous de ce niveau-là, eh bien les écarts des autres valeurs par rapport à ces niveaux deviendraient plus importants. Ce qui fait que l'analyse des indicateurs par rapport à l'échantillon donnerait une valeur moins importante que la valeur qu'on obtiendrait en comparant avec la véritable moyenne de la population. Pour s'approcher de cette moyenne de la population, on divise par n-1 au lieu de n, ce qui donnerait une variance par exemple plus importante que celle de l'échantillon. Parce que plus on divise par une valeur moins élevée, le résultat de tout ça deviendrait plus élevé. Et donc, on se rapprocherait de la véritable valeur liée à l'analyse de la population. Maintenant, je vous laisse en commentaire me dire pourquoi exactement n-1 et non pas n-2 ou 3 ou 4, etc. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Je vais prendre quelques exemples très simples pour illustrer de cette manière. Vous avez une moyenne d'un échantillon de 14. Dans cet échantillon, on va prendre 3 valeurs qui s'écartent de cette moyenne de la manière suivante. L'écart type de cette série statistique peut se calculer de la manière suivante. 2 au carré plus moins 3 au carré plus 1 au carré, divisé par n, à savoir 3. Et tout ça mis à la racine carrée. Cela donne 2,236. Imaginez maintenant que la moyenne de la population se situe à 13.
Si je prends les écarts de ces mêmes valeurs de l'échantillon, je vais avoir l'écart type suivant pour la population, ce qui donnerait une valeur plus importante que celle obtenue avec la moyenne de l'échantillon. On va avoir dans ce cas 2,38. Et donc pour se rapprocher un petit peu de cette valeur, on divise plutôt par 2 et non pas 3. Voilà, je dois préciser que dans ce cas, je me base sur très peu de données, juste pour vous rapprocher l'idée et vous simplifier les concepts. Mais plus la population est grande, plus cette approximation est pertinente. Je vais vous présenter maintenant la méthode des moindres carrés. La relation entre deux variables statistiques peut être représentée par des points dans le graphique. Par exemple, si la variable x représente le nombre d'heures que je passe à étudier, et la variable y représente le résultat obtenu à chaque évaluation. Si je consacre par exemple près de 2 heures d'études, je vais avoir le résultat suivant. Si je consacre 4 heures d'études, je vais avoir un autre résultat plus élevé. Et à un autre moment, je peux consacrer plus d'heures d'études, mais je vais avoir un résultat plus faible. En fait, ces points, ça représente des observations à des moments différents. Mais globalement, on peut observer une tendance générale de ces points qui font plutôt une relation positive entre les deux variables. Et la question à laquelle la méthode des moindres carrés essaye de répondre, c'est comment trouver la droite la plus ajustée possible qui essaye de minimiser au maximum les écarts qu'il y a entre cette droite-là et les points observés. Il faut trouver une droite qui va minimiser au maximum la somme de tous ces écarts-là. Mais le problème, c'est que si on fait le total de tous ces écarts-là, on va avoir le problème d'annuler certains écarts parce qu'un écart positif plus un écart négatif va avoir l'effet d'annuler certains écarts au lieu de les additionner. C'est pour ça qu'on va porter tous ces écarts au carré. Dans ce cas, peu importe le signe de cet écart, soit positif, soit négatif, le fait de porter l'écart au carré, on obtiendra toujours une valeur positive. Si vous avez par exemple les points suivants. Alors mathématiquement parlant, il n'y aura qu'une seule droite qui va faire en sorte que le carré de ces écarts soit le minimum possible. C'est pour ça que cette méthode porte le nom de moindre carré. Et ce qui rendra cette droite unique, c'est bien deux paramètres, à savoir l'ordonnée à l'origine, qu'on peut noter B, et la pente de la droite qui peut s'évaluer en général sur le plan mathématique par le rapport de cette distance-là, que je peux nommer D, par rapport à cette autre distance horizontale, que je peux nommer C. La pente de la droite A, dans ce cas, n'est rien d'autre que D sur C. Et au niveau statistique, le A se détermine par la covariance XY sur la variance de X. Je vais vous montrer la procédure mathématique pour arriver à cette formule de la pente. En général, cette droite peut s'écrire Y égale AX plus B. Si je prends l'exemple de n'importe quel point observé, celui-là, celui-là ou celui-là, eh bien le but de la méthode des moindres carrés, c'est rendre cet écart-là le minimum possible. Et la somme de tous ces écarts-là peuvent s'écrire mathématiquement. Si je prends en compte cet écart-là et que je nomme d'une manière générale ce point I, donc les coordonnées de ce point I, c'est YI, XI. Et les coordonnées du point qui se trouve sur cette droite-là, c'est simplement YC si je nomme ce point C et XI sur l'axe des abscisses. Mais puisque ce point appartient à la droite, je peux en fait réécrire YC se forme à XI plus B. Donc je remplace ici le YC par AXI plus B. Et donc cet écart-là n'est rien d'autre en fait que YI moins AXI plus B. C'est simplement ce point-là moins ce point-là. Ça fait cet écart. Et si je porte au carré cet écart-là, j'obtiens en fait une fonction que je peux appeler E qui prend comme variable les deux paramètres A et B. Ou plutôt la somme de tous les points observés XI et YI. En propre, vous avez la fonction E qui représente la somme des écarts au carré. Cette fonction dépend de deux variables A et B. Et le minimum de cette fonction donnerait en fait la valeur de A et B qui fait en sorte que la somme de tous les écarts des points observés par rapport à la droite de régression
soit le minimum possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la démonstration mathématique, mais il faut savoir que la dérivée partielle de cette fonction par rapport à b donnerait la propriété suivante. Le point de coordonnées x bar et y bar appartient à la droite de régression. Pardon, là, la dérivée partielle de e par rapport à b doit égaliser 0 pour arriver au minimum de cette fonction. Et le minimum de cette fonction, c'est ce qui fait en sorte que cet écart est le minimum possible. Et la dérivée partielle de cette fonction par rapport à a égale 0, ça donnerait en fait l'autre propriété, à savoir a égale covariance xy divisé par la variance de x. C'est-à-dire qu'au minimum de la fonction, a égale covariance sur la variance de x. Et à travers ces deux propriétés, à savoir la moyenne des x et la moyenne des y appartiennent à la droite, et la valeur de a est définie par la covariance sur la variance de x, on peut trouver cette équation y égale ax plus b d'une manière générale. Il faut juste remplacer dans l'équation a par sa valeur covariance sur variance de x et b par y bar moins ax bar. Ça vient simplement de cette propriété. Voilà, est-ce que c'est clair ou vous avez encore besoin d'explications? Je peux bien sûr détailler les démonstrations qui arrivent à ces deux propriétés si cela vous intéresse.